C'est parfait. Donc, cette idée de dignité, Chantal Potard le disait, c'est quelque chose qui est très à la mode. C'est vrai qu'on l'entend dans beaucoup de discours. Et la fierté, la dignité, le respect, on en parle beaucoup. Et moi, j'ai essayé de me poser la question, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire? Profs de philo, ils passent leur temps avec leurs élèves à dire, bon, on prend un concept, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On fait un peu de chirurgie, on dissèque. Il se trouve que ce concept de dignité, il a deux sens, et deux sens qui sont excessivement opposés et contradictoires. Le premier sens de dignité, ça va être un sens qui va être réservé à certains. La dignité, ce n'est pas pour tous. La dignité est un honneur, une reconnaissance, un prestige qui va être accordé à certains. C'est donc une qualité tout à fait exceptionnelle et tout le monde ne peut pas être reconnu digne. Il y a vraiment une fracture entre une minorité qui va être reconnue digne et une majorité qui restera dans l'indignité. Cette dignité, elle va donc être établie sur des critères qui vont être par exemple le courage, la bravoure, la capacité de se sacrifier, ou tout simplement sur des éléments qui vont être des éléments politiques, voire des éléments de naissance qui vont faire que je vais être honoré au milieu des autres et que dans la société, on va m'accorder une distinction qui va permettre aux yeux des indignes de me reconnaître comme supérieur, c'est-à-dire faisant partie des élus et partir des dignes. Alors moi, ce qui me gêne dans cette première définition de la dignité serait que la condition commune, c'est l'indignité. Quelques-uns sortent du lot, mais la condition commune, c'est l'indignité. Ça veut dire que je n'ai pas à respecter un être humain, on verra plus tard le lien entre respect et dignité, parce que c'est un homme. Je dois avoir des raisons particulières de respecter certains, mais le commun des mortels, il baigne dans son indignité. D'autre part, le problème, c'est que c'est à moi, si je veux être reconnu comme digne, à prouver ma dignité. Alors soit j'ai les insignes, j'ai le rang qui me permettent d'afficher ma dignité, ça c'est facile, soit je vais devoir prouver aux autres en leur parlant de mes actions, en leur parlant de ma naissance, en leur parlant de ma bravoure, je vais être obligée de les convaincre que je suis un individu digne, parce qu'a priori, vous ne pensez pas que je suis digne, donc il va falloir que je me batte contre vous pour me persuader que, attention, il va falloir me respecter, parce que je suis quelqu'un d'éminemment digne. Et le problème de cette preuve, c'est que pour prouver quelque chose, il faut de l'énergie, il faut du temps, il faut de la puissance. Donc on peut dire que le problème, c'est celle d'une capacité. Est-ce que tout le monde est capable de prouver qu'il est digne? Et puisqu'on va travailler aujourd'hui sur des personnes qui sont vulnérables, entre autres les personnes d'un grand âge qui sont frappées d'un certain nombre, notamment de maladies dégénératives, mais aussi on peut parler des personnes qui souffrent de maladies physiques ou psychiques. Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ne sont pas capables d'essayer de vous prouver qu'elles sont dignes? Donc celles-là, de toute façon, elles n'ont absolument aucune chance, puisque ce n'est pas à moi de reconnaître la dignité de l'autre, c'est à l'autre de faire ses preuves. Donc on est vraiment dans une logique de témoignage et de preuve, et il y a quelque chose d'excessivement gênant, parce qu'il va y avoir une compétition, et que les élus, ils vont être excessivement rares. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans cette conception, eh bien, la dignité n'est pas un dû. Je n'ai pas à traiter dignement, à reconnaître la dignité d'un être humain parce qu'il est un être humain. Et on trouve le problème de toute la vulnérabilité, à commencer par l'enfant. Je sais bien que l'enfant, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais un enfant, eh bien, il n'est pas encore capable de prouver quoi que ce soit, il n'a pas encore agi, il n'a pas encore fait ses preuves, donc par là même, l'enfant, il ne serait pas digne et on n'aurait pas à reconnaître sa dignité. Tais-toi, mange ta soupe, file dans ta chambre, comme certains psychologues le préconisent. C'est-à-dire que de toute façon, tu n'es pas suffisamment digne pour parler d'égal à égal avec tes parents. Et s'il y a quelqu'un à respecter dans la famille, ce sont tes parents, et ce n'est certainement pas toi. D'autre part, bien entendu, on l'a évoqué, c'est la question du malade. Et là, je fais référence à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Ruwen Augien, qui est un philosophe qui est décédé il y a quelque temps d'un cancer et qui a écrit un ouvrage qui est excessivement précieux, qui s'appelle « Mes mille et une nuits ».
et qui raconte justement son vécu à l'hôpital. Et c'était un philosophe brillant qui était invité surtout, qui publiait énormément, qui enseignait aux États-Unis. Enfin, c'était quelqu'un d'excessivement. Et du jour où il est rentré à l'hôpital pour son cancer, il raconte avec énormément d'humour, justement, c'est ça qui est plaisant dans la lecture de cet ouvrage, Mes mille et une nuits, qui n'est pas du tout doloriste, à quel point il a déchu, il s'est effondré, et finalement, il a tenu un autre rang qui n'est pas digne d'être reconnu, ni dans son autonomie, ni quoi que ce soit, alors que lui, il souffrait d'un cancer, mais il n'avait pas changé. Eh bien, tout d'un coup, effectivement, il a senti cette indignité qui lui était faite, qui n'était plus le philosophe écouté, lu, mais ça devenait un malade. Et avec beaucoup d'humour, il dit la première chose qui m'a fait perdre ma dignité, c'est qu'on m'a affublé d'une petite blouse bleue ridicule. Alors, ce sont des signes, on parle des signes de la dignité, mais tout d'un coup, il s'est dit oui, là, il y avait un signe de reconnaissance pour tous les soignants, c'est que j'étais passé de l'autre côté et que du coup, on allait me parler comme si j'avais 3 ans, on allait me dire ce qu'il fallait manger ou pas manger, me dire non, ça vous aimez ça, mais vous n'allez pas en manger parce que c'est pas bon pour votre maladie. Bah oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'il avait encore le droit, après tout, de s'allumer une cigarette s'il en avait envie, en sortant quand même, d'aller se boire un bon verre de vin ou une bière. Bah ça non. Il disait non, non, là vous n'êtes pas raisonnable. C'est quand même étrange quand on s'adresse quand même à un philosophe international. Mais il raconte dans cet ouvrage à quel point le malade est quelqu'un qu'on va exclure de la possibilité de reconnaissance de la dignité. Et on peut étendre ça, bien sûr, aux maladies psychiatriques. Où là encore, la dignité du malade, quand on arrive en hôpital psychiatrique, c'est vrai qu'il va y avoir un certain nombre de procédures. On parlait tout à l'heure de la psychiatrie des jeunes, mais c'est vrai que moi j'ai des récits d'anciennes étudiantes à qui on est obligé de rester par exemple en pyjama toute la journée, brillantes étudiantes en classe préparatoire, et on leur dit mais non, non, tu ne t'habilles pas aujourd'hui, tu restes, tu n'as pas assez mangé, notamment dans les cas d'anorexie, et donc tu resteras en pyjama toute la journée, ce qui en soi est excessivement humiliant, parce que c'est l'enfant qui peut rester, c'est tout petit bébé, là on le reste, mais elles le vivaient réellement comme une perte totale de leur dignité. Et puis bien sûr, il y a la personne âgée, et notamment la personne âgée dépendante. On pourra discuter de ce que c'est que cette dépendance, parce qu'on a l'impression que du jour au lendemain, la personne âgée dépendante, elle perd toutes ses capacités, alors que très très souvent, il y a encore beaucoup de capacités qui vont demeurer, mais qui ne vont pas être reconnues. Et donc, il va y avoir une déchéance statutaire. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qu'on entend de plus en plus, et ça m'inquiète un petit peu, c'est la phrase du général de Gaulle, qui est en fait une reprise de Chateaubriand. La vieillesse est un naufrage. Il y a récemment une chanteuse âgée, Françoise Hardy, qui disait « Oui, je me rends bien compte, la vieillesse est un naufrage ». Alors il faut savoir que Chateaubriand, il rajoute quelque chose. Bon, de Gaulle, il en parlait pour excuser en quelque sorte Pétain, mais Chateaubriand, il rajoute « Et les vieux sont des épaves ». C'est sympathique, je trouve que... Parce que l'épave, généralement, elle se retrouve dans la décharge. C'est quelque chose, soit qu'on laisse sur le bord de la route, c'est quelque chose qui ne roule plus. Et dire les vieux sont des épaves, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un vieux? Je ne sais pas. J'aime beaucoup un peintre qui s'appelle David Hockney, qui doit avoir dans les 85 ans, qui est brillant, qui a inventé de nouvelles techniques de création par ses iPads, qui a fait une extraordinaire exposition récemment pendant le confinement. Il était en Normandie, il a fait toute une série de tableaux tout à fait extraordinaires. Il fume le cigare dès qu'il en a l'occasion. Et on peut se demander, est-ce que c'est une épave? Donc déjà, ça, les vieux sont des épaves. C'est vrai qu'on peut se poser la question de reprendre comme ça systématiquement. Faites attention, vous l'entendrez souvent. Moi, c'est quelque chose qui m'alerte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que la vieillesse est un naufrage? Et puis, j'aime bien travailler sur les images. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est qu'un naufrage? Alors, ce n'est pas seulement Leonardo DiCaprio sur le Titanic. Ça, c'est joli, c'est romantique, etc. Un naufrage, ce n'est pas romantique parce que, généralement, dans un naufrage, on vous abandonne sur un radeau, le radeau va couler. Et en clair, c'est l'image de celui qui va sombrer, qui va s'enfoncer dans l'eau et qui va se noyer.
Alors en clair, on dit aux personnes, attention parce que vous allez vieillir, et puis non seulement vous allez mourir, mais entre le moment où vous allez commencer à vieillir et le moment où vous allez mourir, vous allez devenir de véritables épaves et vous allez souffrir le martyre, vous allez être abandonné seul, et puis en plus vous allez mourir d'une mort qui va être relativement désagréable puisqu'on va se noyer dans sa propre vieillesse, on va devenir l'ennemi de soi-même. Or, il y a aussi quelque chose, j'ai vu Titanic, normalement dans un naufrage on essaye de sauver les plus vulnérables, les femmes, les enfants, les plus vulnérables. Or là c'est exactement le contraire, puisqu'il me semble que les personnes âgées dépendantes, elles sont des personnes qui sont éminemment vulnérables. Or, tout au contraire de vouloir les sauver, ce sont ces personnes dont on dit, ce sont les épaves, ce sont celles-là qu'on ne va certainement pas prendre dans le canot de sauvetage, parce que c'est un poids pour la société, et de toute façon, ça ne vaut pas le coup, parce que si on les met dans le canot de sauvetage, de toute façon, elles vont nous claquer entre les doigts ou se mettre à délirer, se mettre à crever le canot de sauvetage, donc c'est un danger pour la société. Donc la vieillesse, c'est un type de naufrage, mais on ne va surtout pas sauver les plus vulnérables. On est dans une société éminemment validiste, et on va sauver ceux qui n'ont pas besoin d'être sauvés. C'est quand même un petit peu étrange. Et d'ailleurs, on voit très bien que pour ce qui est du grand âge, et notamment des personnes dépendantes qui se trouvent en EHPAD, on ne va plus parler de personnes. On va parler de résidents. C'est quelque chose qui bon, Orpea parle de clients, ça c'est autre chose, mais on va parler de résidents. Oui, on ne va pas employer le mot habitant d'ailleurs, ils n'habitent pas, ils y passent, voilà, le temps de crever, on va les mettre en EHPAD. Et puis alors on va dire, voilà, celui-là il a un Parkinson, celui-là il a un Alzheimer, celui-là il a une démence du corps de Lévy, comme si on devenait sa maladie. Alors qu'il me semble que chacun d'entre nous a une existence qui fait qu'on construit des qualités et que s'il nous arrive de développer que soit un cancer, que soit une démence, etc., du jour au lendemain, je ne vais pas devenir quelque chose qui est égal à zéro. Eh bien si, on va m'appeler du nom de ma maladie. Et ça suppose donc quelque chose, pour résumer un petit peu cette première version de la notion de dignité, c'est que première chose, nous ne sommes pas tous égaux devant la dignité, ce n'est pas indu, et que certains sont jugés dignes et d'autres non, et que nous vivons dans une terreur, c'est qu'on fasse partie des gens qui vont être jugés indignes et qui vont susciter seulement le dégoût des autres. Alors, moi, ça me pose plusieurs problèmes. C'est d'abord qu'est-ce qui est autorisé à juger. Le bon vieux temps, finalement, où on pouvait acheter une dignité. J'avais assez d'argent, j'avais une famille, je m'achetais un rang digne. Ça va, on savait à peu près comment ça fonctionnait. Mais à partir du moment où c'est finalement sur des critères de variabilité, de validisme, qu'on va me juger digne ou indigne, qu'est-ce qui a le droit de me juger digne ou indigne? Je pense qu'aujourd'hui, vous me trouvez digne, j'espère, parce que je suis capable de me tenir debout, je suis capable d'articuler des mots que vous comprenez, je suis habillée à peu près normalement, je n'ai pas encore dévoré tous les pains au chocolat, mais qu'est-ce qui me dit finalement que ça ne va pas varier demain, mais surtout qu'est-ce qui va en décider? Et qui est-ce qui est assez digne pour juger de qui est digne ou pas digne? Puisque forcément le premier, et a priori c'est l'État qui va juger de ma dignité, de mon placement ou pas, qui va estimer de sa dignité. Et d'autre part, est-ce que j'ai le droit de contester cette assignation d'indignité? Quelqu'un qui va me prendre ma dignité, non, vous n'êtes plus capable de faire vos choix, de mener la vie que vous entendez, eh bien, est-ce que je peux contester, est-ce que je peux protester? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des moyens personnels de récupérer sa dignité et de dire, oui, bon, tu es gentil, mais ma dignité, c'est la mienne, et tu n'y touches pas. Heureusement, il y a une autre définition de la dignité, et qui, moi, me convient beaucoup mieux, c'est celle qui est héritée des stoïciens de l'Antiquité, parce que ça, c'est une notion qui existe depuis très longtemps, et qui a été reprise par l'humanisme du XVIe siècle, notamment par Pic de la Mirandole, mais pas seulement, on trouve ça aussi chez Montaigne, tout simplement. C'est l'idée qu'il y a un principe universel de dignité qui est présent chez tout être
humain du début de sa vie, de sa naissance, jusqu'à sa mort. C'est-à-dire que la dignité serait l'essence de tout être humain, et l'essence, c'est ce sans quoi je ne suis pas ce que je suis. J'aime toujours le dire très vite parce que ça fait rire mes élèves et étudiants. C'est-à-dire que si on m'ôte cette dignité, eh bien, je ne suis plus un être humain. Donc, me traiter indignement, me dire que je suis un être indigne, ça serait nier une réalité qui est que de ma naissance jusqu'à ma mort, je suis un être humain. Et d'autre part, cette idée d'égalité parfaite des hommes, et bien sûr des femmes, j'inclus dedans, ce n'est pas la peine de préciser, autour de la notion de dignité, elle se fait sans s'occuper du rang social, contrairement à la première définition de la dignité, bien sûr sans s'occuper du sexe, de l'origine, de la croyance, de l'âge, mais aussi de la condition physique ou de la condition psychique. Une personne qui effectivement est atteinte de démence, qui ne sait plus où elle est, qui ne reconnaît plus ses enfants, pour autant elle demeure un être humain et elle a droit à la reconnaissance de la dignité, même si dans les faits c'est très différent. Et par exemple, l'exemple de la dignité, c'est le stoïcien Parésiaste qui ricane face au tyran, qui lui dit bah, « j'ai tous les pouvoirs, je vais pouvoir te tuer ». Et l'esclave stoïcien qui ricane, qui dit bah, « tu fais tout ce que tu veux, en tout cas tu n'atteindras pas ma dignité ». Hein, c'est Épictète qui raconte ça, et c'est vrai que c'est le plus vulnérable qui peut, face au tout-puissant, dire bah, « tu fais ce que tu veux, mais moi je suis un être humain, et tu ne peux pas faire que je ne sois pas un être humain ». Donc, pour résumer, partager la même idée de la dignité, ça serait partager la même idée de l'homme et surtout se mettre d'accord sur un point qui est également très critiqué aujourd'hui, c'est qu'il y a de l'homme. C'est-à-dire que nous ne sommes pas que les citoyens d'un pays, que je ne suis pas mon orientation politique, mes choix religieux, mes choix sexuels, etc., mais qu'il y a de l'universel et qu'au-delà de tous les déterminismes socio-éducatifs, il y a un point commun à travers tous les êtres humains. Si on n'accepte pas cette notion fondatrice de l'humanisme, à ce moment-là, la dignité, on ouvre la poubelle et on la met dedans. On ne peut pas parler de dignité si on ne se base pas sur un postulat, et c'est un postulat courageux, mais c'est un postulat qui a des effets, c'est-à-dire qui crée la réalité qu'il postule, qui est qu'il y a de l'homme, et il y a de l'homme universellement, intemporellement, et il y a de l'homme dans tous les états dans lesquels l'humanité peut s'exprimer. Et la maladie, le grand âge, le handicap sont des réalités dans lesquelles l'humanité peut s'exprimer. Alors, le problème, c'est que nous vivons dans une société, je l'ai déjà dit, qui est très validiste et qui a trouvé des choix pour désigner qui est digne et qui ne l'est pas. Alors d'abord, pour être digne dans notre société, il ne faut pas avoir de défaut physique. C'est-à-dire qu'il faut être conforme à un certain nombre de critères, il ne faut pas avoir de rides, il ne faut pas être trop gros, il ne faut pas manquer d'un bras, il ne faut pas avoir des difficultés d'élocution. Et moi, ça me fait penser à une très belle exposition que vous avez peut-être vue, qu'avait organisée l'écrivaine Frédéric de Gelt, qui a un enfant autiste et qui a vu cet enfant effectivement rejeté de l'école, par exemple, l'école qui se veut inclusive, qui a été refusée à l'école, et qui a fait une très belle exposition photo. Elle en a fait un livre aussi que je vous invite à lire, qui s'appelle « Être beau ». Et dans ce livre, bien sûr avec le consentement de tous les participants, elle a travaillé avec une photographe qui a photographié des personnes en situation de handicap et des personnes qui sont invisibilisées dans notre société, c'est-à-dire des personnes qu'on aurait appelées dans un autre temps des gueules cassées, des personnes privées de leurs 4 membres, des personnes de petite taille, des personnes aussi dont les pathologies font que les expressions ne sont pas les expressions courantes,
parce qu'effectivement, quand on est autiste, on va communiquer avec d'autres tensions musculaires qui peuvent paraître étranges aux enfants dits normaux. C'est d'ailleurs pour ça souvent qu'il y a des parents qui demandent qu'il n'y ait pas d'enfants autistes dans la classe de leur enfant parce que ça fait peur à leurs enfants. C'est bon signe pour la suite de la vie de ces enfants, c'est-à-dire que, bah oui, on les regarde, mais on ne sait pas s'ils sont contents, s'ils ne sont pas contents, ou s'ils vont nous taper. Alors, comme si avec les enfants autistes qui tapaient. Hein. C'est formidable de regarder une cour d'école parce qu'on voit les gamins qui se filent des baffes, etc. Bon, moi, ça ne me choque pas spécialement à partir du moment où celui qui se prend une baffe est capable de réagir et de se défendre. Et surtout s'il y a des adultes qui surveillent et qui viennent dire que ça ne va pas de soi. Mais c'est vrai que cette peur de l'autre, parce que son visage n'arrive pas à exprimer quelque chose d'étrange, puis de temps en temps, il va pousser un cri. Ça veut dire qu'un sale gamin qui va se mettre à hurler à un autre ta gueule, ça va, mais un enfant qui se met tout d'un coup, bah oui, il pousse un cri au fond de la classe, qu'est-ce que ça dérange? Ça me dérange quand les voisins, comme disait Freud, à la mère, disait qu'est-ce que je peux faire? Mes enfants sont insupportables, plus personne ne les accepte, je ne peux plus sortir. Et Freud rigole, il lui dit bah, c'est pas grave, ça dérange que les voisins. Bah oui, mais quand ça dérange les voisins, il y a des pétitions qui circulent et l'enfant autiste, bah, il est renvoyé chez lui. Donc, il y a autre chose, il y a aussi, alors ça ne sera pas l'objet de la discussion d'aujourd'hui, mais il y a aussi, il faut des gens sans défaut économique. Il faut des gens qui soient capables d'assumer dans leur autonomie une autonomie économique. Bon. Et ce qui fait peur aussi, c'est la misère. La misère, ça va être stigmatisé, c'est une maladie, la misère, et en plus, c'est une maladie, je dirais presque auto-immune. Parce que le miséreux, ce n'est pas une victime. Mais le miséreux, il est idiot. Déjà, il ne sait pas traverser la route pour trouver du travail. Et puis, le miséreux, généralement, de toute façon, si on lui donne des allocations, il va se payer la télé grand écran au lieu de nourrir ses gosses. Il boit, il souffre d'idiotie, quelquefois. Ça, si on mesurait son QI, ça serait de 3,5. Et finalement, la misère, on va l'exclure aussi comme une maladie sociale. Et c'est vrai que la misère, c'est une tare. Donc celui-là, il est renvoyé dans l'indignité. Et puis aussi, eh bien, on est digne quand on est capable de consommer et d'afficher des signes extérieurs de richesse et de pseudo-réussite. C'est vrai qu'après tout, notre rêve à tous, c'est quand même de finir influenceur à Dubaï, parce que ça, c'est quand même la preuve d'une grande réussite. Ça fait quand même sourire que ce soit des modèles, parce qu'ils sont assez pitoyables. C'est vrai que ça ne fait pas très envie. Dubaï, ce n'est pas vraiment l'Eldorado, mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ah bah là, y a des enfants qui vous disent « Moi, j'aimerais bien être influenceur plus tard ». C'est pas être ingénieur, c'est pas être médecin, c'est pas être astronaute, c'est pas être pompier, mais c'est ah ben oui. Donc c'est vrai que là ils ont conquis, ils se sont fait. Bon, je parlerai pas de footballeurs parce qu'il y a peut-être des gens ici qui aiment le football, donc je ne veux pas me fâcher. Alors on voit bien que même si la dignité dans cette seconde conception, c'est un concept qui se veut universel, dans les faits, c'est un paravent un petit peu hypocrite, puisque dans les faits, cette idée universelle de la dignité, elle n'est absolument pas respectée. Or, est-ce que c'est parce que quelque chose n'existe pas en fait qu'il ne faut pas se battre pour que ça existe ? Et ça, je crois que défendre l'idée d'une dignité universelle, même si ça fait marrer tout le monde, eh bien, ça ne suppose pas qu'on doit baisser les bras et se contenter de ce qui existe en disant on ne pourra pas changer les choses. Je regarde quand même l'heure parce que j'avais dit à Chantal Potard que j'étais bavarde, donc je vais respecter le timing. Je vais sortir ma Rolex puisque j'ai plus de 50 ans et que si je ne veux pas avoir raté ma vie, il faut bien que j'ai ma Rolex. Et on évoquait les droits de l'homme et du citoyen, et en 1948, donc quand même pas longtemps après la Seconde Guerre mondiale, il est dit que la reconnaissance de la dignité est inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables. On retrouve cette notion d'inaliénable, c'est-à-dire ce que je ne peux pas vendre ni donner, ce qu'on ne peut pas me prendre, ça constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Donc, c'est bien gentil de dire qu'on ne peut pas
me prendre ma dignité, mais ça nous questionne sur le fait qu'on peut me refuser la dignité. On parlait de Ruben Augien qui se retrouvait là dans sa petite camisole bleue. On peut me refuser une dignité alors qu'on n'en a pas le droit. Donc comment on fait dans ces cas-là ? D'autre part, si la dignité est inaliénable, ça veut dire que moi-même, je ne peux pas la donner ni la vendre. Donc je ne peux pas l'abandonner. Donc, puisqu'on va s'orienter vers la question du suicide et du dégoût de la vie, comment est-il possible que moi, je développe le sentiment de ma propre indignité ? Là, on voit qu'il y a un double problème. Comment est-ce que je peux me sentir dépossédée de quelque chose dont moi-même, je ne pourrais pas être dépossédée ? D'autre part, les droits, c'est très bien. Le problème des droits, c'est qu'il faut les faire valoir. Et qu'est-ce qui se passe quand je ne suis plus en capacité de faire valoir mes droits? Que vaut un droit qui est très beau sur le papier, mais qui ne va pas être appliqué parce que je ne peux pas le faire valoir? En tout cas, pour aller très vite, on se rend compte que ne pas reconnaître la dignité d'une personne, c'est ni plus ni moins que déshumaniser cette personne et lui dire justement, non pas si c'est un homme, mais tu n'es pas un homme, tu es une chose ou tu es un légume. C'est aussi quelque chose qu'on entend. Tu ne fais plus partie de la famille des êtres humains. Donc il y aurait des êtres humains qui ne seraient pas des êtres humains. Alors, par quelle puissance est-ce qu'on aurait la capacité de transformer un être humain en un être non humain, une espèce de chose ou de végétal, peut-être. Et j'insiste sur la responsabilité sociale et politique, parce que je ne crois pas que le concept de dignité soit seulement le rapport de personne à personne. Je crois que c'est le rapport d'un État, d'une société, à chacun de ses membres. Or, il n'y a pas de société juste, il n'y a pas de société paisible, parce qu'on va voir que le refus de la dignité, ça induit aussi des rapports excessivement violents entre les citoyens. Il n'y a pas de société libre si on n'estime pas qu'il y a un respect absolu de la dignité de chacun. On arrive à une société qui, même si elle semble très démocratique, très jolie, est une société barbare qui induit la compétition entre les êtres humains et qui accepte qu'un certain nombre de ses citoyens deviennent des bêtes qu'on va traiter comme des bêtes. On se rappelle du livre de Castanet sur les fossoyeurs, sur l'organisation Orpea. Eh bien, il est clair qu'il y a de l'élevage industriel des animaux que nous mangeons, mais qu'après tout, l'industrie du grand âge, eh bien, c'est du nourrissage, lavage industriel d'êtres qu'on ne considère plus dans leurs droits humains. Alors, si tous les êtres humains naissent et demeurent libres, égaux, en dignité et en droit, et ce qui est intéressant, c'est que le mot dignité, de ce premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 48, ça a été rajouté par rapport à la Déclaration de 89. 89, les êtres humains naissent libres et égaux en droit, et en 48, on est après le Code de Nuremberg, on sait ce qui s'est passé, je reparlerai, je dirais 2 mots du projet T4, mais on est dans cette idée que non seulement nous sommes égaux en droit, mais nous sommes égaux en dignité. Et ça, c'est important de montrer qu'ils ont eu la nécessité de rajouter cette dignité. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les êtres humains naissent et demeurent. Ça veut dire qu'il y a un temps long. Ce n'est pas à un moment de ma vie, quand je suis un ou une adulte en pleine validité, que je suis digne. Ça va du moment où je nais, et ça va aller jusqu'au moment où je vais rendre mon dernier souffle. C'est-à-dire que ça inclut non seulement le grand âge, mais le dernier moment et cette fameuse fin de vie dont il est question actuellement. Alors, comment ça se fait que cette dignité, si elle est présente, si elle demeure jusqu'à la fin de ma vie, elle ne soit pas reconnue? Bon, si je suis née avec un nez, je grandis avec un nez, s'il ne m'arrive pas d'accident, même le jour de ma mort, on va voir encore que j'ai un nez. Comment se fait-il que la dignité, est-ce que la dignité est si discrète qu'il arrive qu'à un moment,
Je regarde une personne et la dignité, je ne la vois plus. Et je pense qu'il y a quelque chose de très important, c'est qu'il faut apprendre à voir. Et je parlais de l'école inclusive et qu'on n'a absolument pas, ça sont des 20 mots. Ben, je crois que l'école inclusive, eh bien, ça serait une école qui apprendrait à voir la dignité de l'autre, même quand elle s'exprime de façon différente que les modèles brillants qu'on a pu évoquer tout à l'heure, même quand elle s'exprime dans ses formes discrètes. J'ai un œil sur l'heure. Bon. Alors, quand on parle pour le grand âge, puisque c'est ce dont on parle, de dégradation physique, on peut se demander ce qu'il y a à honorer, où est la dignité, dans des corps qui perdent en autonomie et en capacité. Quand ce sont des corps qu'on va se contenter de lever, de laver, de rouler, où est-ce que va se cacher cette dignité? Eh bien, ce qui est important, c'est que dans le concept de dignité, ce n'est pas seulement l'esprit qui est digne. Ce n'est pas seulement quand j'ai l'autonomie intellectuelle, quand je suis capable de faire des belles phrases, de défendre mes droits, qu'on va reconnaître ma dignité. Il y a une dignité des corps. Et ce qui est très important, on parlait de l'Institut Raphaël et de son projet de médecine globale, c'est que la dignité, elle envisage l'humain dans une globalité. C'est-à-dire qu'une des maladies de notre société qui a ses racines dans l'Antiquité, c'est le dualisme entre d'un côté le corps et de l'autre côté l'esprit. Alors nous ne sommes pas des corps qui avons un esprit à l'intérieur, nous sommes une réalité globale, ce qui m'arrive à moi tout entier, et le fait est que la dignité, c'est aussi une dignité des corps. Et le corps humain vieillissant, le corps humain malade, voire le corps humain post-mortem, il est encore en droit de réclamer de la dignité. Et on se souvient de l'indignité qui a été faite pendant la période Covid, et notamment aux personnes décédées en EHPAD, qu'on mettait dans le sac noir scellé, qui n'avaient pas droit, ne serait-ce qu'au culte qu'elles avaient demandé. Vous allez me dire, bon, elles étaient mortes, elles n'en avaient rien à faire. Ben, si c'était leur souhait, la dignité, c'est de leur accorder ce culte qu'elles souhaitent. Il n'y avait pas non plus la présence de la famille, elles n'ont pas eu droit au rituel de leurs proches. Et d'ailleurs, ces morts n'ont jamais été honorés, ils n'ont jamais été pleurés. On a très vite tourné la page. Finalement, on n'a jamais parlé de ces morts du Covid qui sont morts dans des conditions absolument indignes et parquées. Et je rappelle par rapport à la dignité du corps qu'il y a des droits inaliénables normalement par rapport à un corps humain décédé. Par exemple, je ne peux pas, contrairement au livre bien connu, je n'ai pas le droit de manger mon père. Même s'il est délicieux, etc., je n'ai pas le droit de manger mon père. Je n'ai pas le droit de l'enterrer sous le pommier. J'ai le droit de faire ça avec mon chien. A priori, si je mange mon chien discrètement, j'ai le droit de le faire, s'il est bien gras, etc. Mais non, je ne peux pas manger mon père et l'enterrer sous le pommier. Ce qui veut dire que réellement, le corps humain, au-delà de son existence, il va encore avoir des droits. Et c'est quelque chose, j'évoquais le code de Nuremberg, qui fait surgir la notion de consentement, qui est repris par la loi Kouchner de 2002. Il y a cette notion de consentement, c'est-à-dire que toute action que j'ai sur le corps de l'autre doit être liée à un consentement, et très souvent, on oublie qu'on rajoute pour les personnes qui ne sont plus en état de donner leur consentement la recherche de l'assentiment par tous les moyens, y compris par une communication qui sera non verbale. Personne qui fait la grimace, une personne qui se rétracte, je n'ai pas à dire, bon, elle ne peut pas dire si elle est d'accord ou pas. Si, elle peut le dire simplement, je ne vais pas rechercher cet assentiment. Et cet assentiment, il est inscrit dans le code de Nuremberg, il est inscrit dans la loi Kouchner du droit des malades de 2002. Mais on a retenu le consentement, alors ça, le consentement, on l'a à toutes les sauces, et l'assentiment, on n'en entend absolument plus parler. Or, par exemple, des actes qui sont excessivement importants.
comme dénuder un corps, ce qui se fait tous les jours dans un EHPAD. On va laver la personne, on la dénude, on va la laver même si elle n'a pas envie de se déplacer, on va la nourrir même si elle n'a pas envie d'être nourrie, et on va la déplacer même si elle n'a qu'une envie, c'est rester dans son lit. D'autre part, dans les EHPAD, par souci de sécurité, on va très souvent mettre des personnes qui arrivent encore à marcher et qui prennent plaisir à marcher. Tout de suite, on va les installer dans le fauteuil roulant. Dans les EHPAD, comme dans les hôpitaux psychiatriques, et les infirmiers en psychiatrie sont les premiers à le déplorer, eh bien, on va mettre des contentions. Des contentions sur la chaise. Ah oui, mais si on ne met pas de contention, la personne va tomber. Oui, mais ce n'est pas une raison pour lui imposer ça. Pareil pour les lits. On sait très bien, ça, Cassanet nous le rappelait, à quel point la mise en place de liens pour éviter que les gens ne tombent se fait, bien sûr, sans le consentement ou l'assentiment des personnes. Et là, on peut se dire, mais de quel droit C'est bon, quand je monte en voiture, je mets ma ceinture de sécurité, et je comprends bien pourquoi, et je le fais de façon très très volontaire. Mais vous, si je vous dis, bah tiens, vous ne semblez pas très droit sur votre chaise, je vais vous sangler. Vous allez être absolument horrifié et vous allez vous révolter, et vous aurez bien raison. Alors pourquoi une personne qui est une citoyenne comme une autre, qui a une vie, qui a eu des responsabilités, qui a une histoire, va subir cette humiliation, parce qu'il s'agit bien d'humiliation, cette prise de pouvoir sur son corps, sans qu'on recherche son assentiment. Ça, c'est aussi encore, c'est comme l'élevage industriel. On va leur mettre des antibiotiques parce que sinon ils vont tomber malades. Peu importe que. Et on en arrive à l'idée qu'il ne peut pas y avoir de dignité s'il n'y a pas de décence et de bienveillance. Alors la notion de décence, elle est intéressante, parce qu'elle renvoie à la pudeur, bien sûr, mais pas seulement. Or, le problème des corps qui sont déchus de la dignité, c'est que ce sont des corps qui n'ont plus de particularité, ils n'ont plus de sexualité, ils n'ont plus de désir, ils n'ont plus de besoin, et on peut les dénuder comme on veut, les habiller comme on veut, parce que finalement la pudeur est au-delà. La pudeur ne vaut que pour les personnes valides. Et ça, c'est un vrai problème. Et d'autre part, ça suppose aussi cette décence. Ça suppose toujours la bienfaisance, c'est-à-dire la capacité, et là je me réfère à quelque chose que j'aime beaucoup, c'est toute la pensée de Lévinas autour du fait que se rendre digne, c'est aussi accueillir la personne de l'autre, et de l'autre le plus fragile. Et il y a cette idée qu'effectivement, il faut prendre le temps de regarder, d'écouter et d'essayer de saisir ce dont l'autre a besoin, ce qui risque de l'humilier et ce qui risque de lui faire honte. D'autre part, il faut se libérer de l'idée que traiter les hommes dignement, c'est les traiter tous de la même façon. La dignité, c'est la capacité de s'adapter à un traitement tout à fait différencié d'une personne à une autre. La dignité, il n'y a pas un mode d'emploi. Dignité, voilà quel est le traitement digne à une autre personne. Ça va varier. Chacun d'entre vous, si je veux vous traiter dignement, je vais d'abord devoir faire attention. Qu'est-ce qui peut vous choquer? Qu'est-ce qui peut vous gêner? Qu'est-ce qui peut vous faire du mal? Et pour ça, il va falloir que je m'intéresse à vous, à votre histoire, et au fait que vous n'êtes pas un être humain parmi d'autres, mais que vous êtes bien une personne tout à fait différenciée. Et je prends un exemple. Pour les personnes qui sont dans... Je vais prendre un petit peu d'eau. Et comme tous les profs, j'ai ma gourde. Les personnes qui sont atteintes de démence, elles ne savent plus ce qu'elles mangent. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont plus de goût, elles ont un goût, mais elles ne savent plus ce qu'elles mangent. Et une personne végétarienne, personne qui a décidé dans sa vie, qui a fait un choix de valeur, de ne pas manger de la viande. Est-ce qu'on va lui servir
des repas qui comportent des produits animaux, tout simplement parce qu'on estime que cette personne ne s'en rend pas compte, donc on ne lui fait pas de mal. Après tout, on va lui donner des protéines, on ne va pas s'embêter à aller chercher des protéines végétales, puisque de toute façon, cette personne, on va tout le mixer, elle va juste ouvrir la bouche, on va la nourrir. Et ça, c'est excessivement grave. Parce que ce que je suis en train de nier, c'est que je n'existe pas à l'instant. Bon, vous venez de me voir pour la première fois, et pourtant j'ai 63 ans derrière moi à avoir une vie, à avoir des expériences, à avoir des combats, à avoir des valeurs. La personne démente à qui on va faire manger une bouillie mixée où on aura mis des protéines animales, c'est estimé qu'elle vient de surgir à l'instant, elle vient de naître. Elle est là, devant moi, c'est quoi? C'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle mange, on lui ouvre le bec, on lui enfourne. Ça veut dire que je suis incapable, et je suis vraiment dans l'inintelligence, de me rendre compte qu'on n'arrive pas là du jour au lendemain. On n'a pas ouvert un œuf et il n'y a pas eu une personne âgée dépendante qui en a surgi. Cette personne, tout à l'heure on travaillait sur la notion de demeurer, c'est un temps long. Et lui faire manger des protéines animales, c'est une indignité que je fais à toute sa personne depuis le début. Et c'est de la violence. Alors vous me direz, on ne lui fait pas de mal. Mais si, on lui fait du mal. Parce que moi, je sais qu'elle est végétarienne. Si, ceci dit, on a pris le temps d'interroger les proches à l'entrée en institution et de savoir quelle était sa véritable vie. Mais si moi, je sais qu'elle est végétarienne et que je lui fais manger des protéines animales, je suis violent et ça veut dire que je prends l'habitude d'avoir un rapport à l'autre qui est un pur rapport utilitaire. Je suis un escroc, je suis un menteur. Je suis quelqu'un qui va traiter l'autre comme ça va m'être le plus facile. Je vais vous vendre ce collier en or alors que c'est finalement du fer. Vous vous en ficherez, vous serez content de le porter. Qu'est-ce que ça change? C'est-à-dire qu'il y a un rapport faux, il y a un rapport malhonnête qui va s'inscrire dans le rapport à autrui. C'est-à-dire que la maltraitance, elle ne sera pas seulement avec cette personne âgée dépendante-là, ça sera une maltraitance qui va être étendue à un rapport général à autrui. C'est donc excessivement important, je vais abréger un petit peu pour qu'on ait le temps de discuter, de prendre en compte l'existence complète d'une personne, et c'est là qu'on peut retrouver sa dignité. C'est-à-dire que cette personne, son histoire n'a pas disparu, ses actes n'ont pas disparu, ses combats n'ont pas disparu. Elle les porte en elle, même si elle-même n'est pas capable de s'en souvenir, ils font partie intégrante de sa personne. Et c'est moi qui suis frappée d'amnésie quand j'oublie que cette personne a une histoire. C'est-à-dire que c'est moi qui vis dans une pensée magique et qui estime que les personnes surgissent de nulle part. C'est un malade, c'est un Alzheimer. Comme si tout d'un coup, on pouvait réduire la personne à l'instant T, à l'instant présent. Alors, bien entendu, ces existences singulières, il faut pouvoir les connaître. Ça suppose qu'il y a aussi tout un travail et du temps, et ça veut dire, bien entendu, je ne suis pas dans une pensée angélique du personnel, qui puisse s'enquérir auprès des proches ou auprès du malade lui-même, si c'est une personne qui va rentrer en hospitalisation ou même pour les maladies psychiatriques. C'est pas parce qu'on est fou qu'on est idiot. C'est-à-dire que même si je souffre de schizophrénie ou de paranoïa, eh bien, moi je sais ce que j'ai fait de ma vie, je ne suis pas amnésique, et mes valeurs, elles sont encore réelles. Même si je souffre d'hallucinations, j'ai encore en pleine possession une forme d'identité. Et là, je pars vers la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne de décembre 2000. La dignité humaine est inviolable. Alors, ce qui est intéressant dans ce terme, on parlait de violence, ça veut dire que chaque fois que je ne respecte pas la dignité d'un être
humain, je commets un viol, une violence sur cette personne, y compris si cette personne n'en a pas conscience. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce qu'on n'en a pas conscience? Parce que quand on vous traite comme ça, il y a une attitude en face, et même si on n'est plus dans la communication verbale, il y a beaucoup de gestes, il y a beaucoup de rapports dont on peut tout à fait avoir le ressentiment. Alors, dans cette phrase, il est dit que la dignité humaine est inviolable, elle doit être, un, respectée, et deux, protégée. Dire qu'elle doit être respectée, ça veut dire, bien entendu, que je ne dois pas causer du tort moral et physique à autrui, mais aussi que je dois apprendre à garder de la distance. Tenir quelqu'un à respect, c'est avoir une distance. Et le problème du manque de dignité, c'est la trop grande proximité. Si je me permets de circuler parmi vous, et puis que je me mets à toucher vos boucles, elles sont drôlement sympas, vos boucles d'oreilles, et puis vos cheveux, ils sont bien, et vous allez vous dire, elle est quand même gonflée, celle-là. Mais moralement aussi, en parole, je peux le faire. C'est-à-dire que respecter quelqu'un, c'est garder ses distances, parce que c'est dans la distance qu'on va voir l'autre. Il me faut un petit pas de recul, un petit pas de côté pour vous envisager. On parlait de Lévinas. Ben oui, il faut que je vous regarde, puis que je tourne un peu autour de vous, que j'adopte différents points de vue. Il faut du temps, mais il faut aussi de l'espace. Et le respect, c'est vraiment cette nécessité, au lieu de se précipiter sur les gens et de les flanquer sous la douche, d'avoir ce petit temps de recul. Alors bien sûr, chaque fois que je dis temps, vous allez me répondre, oui, mais quand on a 10 toilettes à faire dans la matinée, vous êtes gentil, vous êtes prof de philo, etc. Mais nous, en tant qu'aide-soignante, on a autre chose à faire. Et vous avez parfaitement raison. La clé du problème, c'est aussi l'argent et c'est aussi qu'il y ait du personnel qui puisse avoir ce luxe d'avoir du temps, parce qu'il y a une grande indignité aussi qui est faite au personnel, qui quelquefois se rend très bien compte du traitement indigne qu'il inflige et qui est en grande souffrance. Mais cette notion de respect, c'est vrai qu'elle est importante parce que ça m'évite de me saisir de l'autre dans cette violence. D'autre part, il est dit que cette dignité, elle doit être protégée. Mais si on dit que quelque chose doit être protégé, ça veut dire que c'est menacé. Ça veut dire qu'on a conscience que la dignité doit être protégée parce qu'elle est constamment menacée. D'autre part, je ne protège quelque chose que si ça a de la valeur. Donc je reconnais à la fois que la dignité a une valeur, mais qu'elle est constamment menacée et qu'elle est susceptible de subir des atteintes et de subir des violences. Et le rôle de la société et de toutes ces institutions, moi je suis de l'éducation nationale, un certain nombre d'entre vous faites partie de la PHP, c'est vrai que nous faisons partie de ces institutions et le rôle de ces institutions, c'est de protéger la dignité. Bon, ce n'est pas forcément toujours le cas. Et bon, je ne vais pas m'étendre sur l'hôpital, je crois que vous connaissez tout ça beaucoup mieux que moi, mais c'est vrai qu'il y a une grande détresse au fait que finalement le rôle de l'État, qui est de protéger les valeurs fondamentales et notamment la valeur de dignité, eh bien là, il y a une vacance réelle du rôle de l'État et des institutions qui représentent l'État. Et je voudrais aussi évoquer avec vous deux philosophes que j'aime beaucoup. La première, c'est Judith Butler, qui n'est pas aimée de tout le monde, puisque c'est la théoricienne, on ne la connaît que comme la théoricienne du genre, elle a fait bien d'autres choses, et notamment, elle a énormément travaillé sur la précarité et sur la vulnérabilité. Elle a écrit Vivable et Invivable, elle a écrit Qu'est-ce qu'une vie de bonne, et elle travaille beaucoup avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Frédéric Worms, qui est un philosophe du soin, qui a énormément travaillé sur la notion de soin et qui collabore à des actions très très concrètes avec Cynthia Fleury à l'Hôtel Dieu. Et Judith Butler et Frédéric Worms ont essayé de réfléchir sur ce que c'était qu'une vie digne. Parce que c'est bien joli de parler en théorie de la dignité, mais la dignité, elle ne peut s'incarner qu'à l'intérieur d'une vie concrète, d'une vie d'homme. Et ce qu'elle nous dit, c'est que les textes de loi, ils ont essayé
de définir ce que c'était qu'une vie digne, et on retombe sur cette notion d'autonomie qu'on évoquait au début. C'est effectivement avoir une vie indépendante qui permet l'autonomie de choix, la participation à la vie sociale et culturelle. Alors on se rend compte que si on dit ça, ça exclut de fait un très grand nombre de personnes qui, pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, je pense aux migrants, ou pour des raisons pathologiques, vont se trouver exclus de cette autonomie et qui auraient bien du mal à participer à la vie sociale ou à la vie culturelle. Et là, elle dit, mais pour ces personnes-là, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut envisager pour eux comme une vie suffisamment bonne? C'est-à-dire, au lieu de dire, bon, ils n'ont pas ça, leur vie est pourrie, leur vie n'est pas enviable et ça va nous amener au souhait de mort, se poser la question, comment, avec les capacités qui sont les leurs, peut-on collectivement toujours essayer de leur proposer une vie qui soit suffisamment bonne pour qu'il y ait du plaisir à la vivre, pour qu'on ait le sentiment d'avoir une vie qui présente quand même des plaisirs. Et aussi se poser la question, non pas de mon côté, parce que moi, de mon côté, effectivement, j'ai tendance à dire « Oh, le jour où je suis dépendante, où je suis en Alzheimer, où je dois mettre des protections, etc. Oh, je n'en veux pas du tout de cette vie-là, parce que cette vie-là, alors vraiment, c'est pas enviable. » Bon, mais c'est pas moi que ça concerne. C'est-à-dire qu'il faut poser la question aux gens qui vivent des vies qui n'arrivent plus à être tout à fait bonnes et qu'on essaye de rechercher avec eux, avec leurs proches, ce qui pourrait leur rendre la vie suffisamment bonne. Ça ne va pas être à Dubaï, mais une vie où il pourrait y avoir des jours qui ne s'enchaînent pas à l'identique, des jours où il puisse y avoir des événements plaisants. Et c'est ça qui est difficile, parce que dans notre paternalisme moral, je vais vous dire ce qui est bon pour vous. Hein, en tant qu'éventuellement parent, c'est la première chose qu'on fait. Je vais t'arranger tes loisirs, tu vas voir tes mercredis après-midi, ça va être top top, tu vas enchaîner 4 activités, ça va te rendre intelligent. Et puis, tu vas aller à l'anniversaire de machin parce que tu vas bien t'amuser. Le gamin, il dit, non, je ne veux pas aller à l'anniversaire de machin, il est moche, il est bête, en plus il me tape. Si, c'est très bien, tu vas quand même y aller, tu vas bien t'amuser. Mais non, il va se faire chier, le gosse. Il va juste piquer les bonbons et se rendre malade. C'est-à-dire qu'il y a cette tendance, dès le début, à se dire, mais moi je sais mieux que les autres ce qui est bon pour eux. Ça va être bon pour les enfants. Bon, en tant que prof, on a tendance conseiller d'orientation. Bon, on leur dit ce qui est bon pour eux. Vous êtes fait pour cette... Mais qu'est-ce que j'en sais de ce que le gamin est fait ou pas? Déjà, il n'est pas fait, il n'est pas fini, il a tout un avenir devant lui, et la seule chose qu'on peut lui poser comme question, c'est qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu détestes? Tu vas essayer d'éviter ce que tu détestes, et puis ce que tu aimes pour l'instant, tu vas le faire, puis si après tu le détestes, tu changeras de voie. Mais il y a cette idée qu'il faut déjà tout organiser, donc imaginez quand on arrive à des situations où la pathologie va limiter vos capacités de choix, qu'est-ce que c'est pour moi une vie bonne? C'est certainement pas ce que va vivre une personne qui va être en situation de handicap. Alors moi, si je suis en fauteuil roulant, je préfère me jeter par la fenêtre. Déjà, ça me sera difficile parce que je n'atteindrai pas la fenêtre. Mais la personne en fauteuil roulant, il y a une philosophe que j'aime beaucoup, qui est Agnès Chabert, qui a beaucoup écrit et sur la philosophie en général et sur le handicap. Elle est atteinte d'un polyhandicap et qui fait qu'aujourd'hui, elle n'arrive plus à faire ses cours en université. Pendant très longtemps, elle a fait ses cours en fauteuil roulant. Mais Agnès Chabert, C-H-A-B-E-R-T, c'est quelqu'un de tout à fait extraordinaire parce qu'elle continue d'écrire, de penser, d'avoir des projets. Elle a une vraie vie, elle a une vraie histoire. Et c'est vrai qu'a priori, quand on est bien tranquille, là, sur nos deux jambes, on dit « Oh là là, moi, on m'annonce ça, jamais !» Mais ce n'est pas à moi que ça arrive, donc je me tais. Je n'en sais strictement rien. Et puisqu'on aborde maintenant la question de la fin de vie,
La loi de 2002, la loi Kouchner, elle précise bien qu'on doit respecter la dignité du malade, et ce, jusqu'à la fin de sa vie. Donc là, on est au cœur de l'actualité, à savoir que s'il y a bien quelque chose qui nous est commun, c'est qu'on est mortel et qu'on le sait. Il y a une expérience qui va nous arriver à tous et qu'on vivra tous de façon absolument individuelle, ça va être notre fin de vie. Or, est-ce que cette fin de vie, qui est de la vie, on a beau mettre le mot fin, on n'est pas mort, je suis toujours en vie. Est-ce que c'est un moment où on va me déchoir de ma dignité? Alors, si on part du principe que chaque existence est tout à fait singulière, on peut se dire que précisément, dans ce moment tout à fait exceptionnel de la fin de vie, qui est quand même un moment très solennel, c'est un moment, alors je vais le dire sans plaisanter du tout, ça ne m'arrivera qu'une fois. Et c'est vraiment le moment où je vais vivre mon humanité. Est-ce que ce n'est pas précisément le moment où on doit le plus possible sauvegarder ma dignité? Et je pense à un ouvrage qui date déjà, qui est La solitude des mourants de Norbert Elias, qui montre à quel point on est dans une société où vraiment on va isoler le mourant. La majorité des gens meurent encore en institution, ils ne meurent pas chez eux, ils sont rarement entourés de leurs proches. Et c'est vrai qu'on est dans cette idée que la fin de vie, c'est vraiment ce que personne ne veut voir, parce que ce serait l'échec de la médecine, puisque la médecine, tout le monde le sait, a pour but de faire que je ne mourrai jamais. Il y a encore cette chose tout à fait étrange. Si je meurs, c'est que le médecin n'a pas été bon. Bon, sauf que nous sommes humains, donc nous sommes mortels. Et c'est en fin de vie qu'on peut le plus peut-être violer la dignité humaine. C'est le moment où la société pourrait choisir qui mérite d'être traité avec dignité et qui ne va pas le mériter. Et ces fins de vie, on se rend compte qu'elles ne sont pas égales. C'est-à-dire que s'il y a bien un moment d'inégalité, c'est le moment de la fin de vie, où on voit des personnes qui sont condamnées à mourir dans des souffrances qu'elles ne souhaitent pas, des personnes qui n'ont pas accès aux soins palliatifs, ce scandale des soins palliatifs qui est dans un manque absolument total, voire des personnes qu'on va rejeter dans une espèce de déni et qu'on va condamner finalement à s'étioler sans qu'ils puissent exprimer, eux, comment ils voudraient vivre leur vie, puisque la fin de vie, c'est aussi ma vie. Et le rôle de la société, c'est précisément de protéger cette dignité et de protéger le regard qui va être porté sur la fin de vie. C'est-à-dire qu'on a bien vu que la dignité se jouait dans la reconnaissance de l'autre, dans le regard que je portais sur l'autre, mais quel est le regard que nous portons sur la fin de vie? Au lieu de se poser juste la question, est-ce que tu as écrit tes directives anticipées ou pas, se poser la question, mais quel est le regard que nous avons sur cette vie, sur ce moment de la vie, qui est la fin de vie? Et je parlais d'apprendre à voir, mais s'il y a bien quelque chose qu'on ne veut pas voir, ce sont les fins de vie. Ils sont vraiment, y compris dans les soins palliatifs où les proches peuvent venir quand ils veulent, c'est vrai que les soins palliatifs, ils restent des endroits de la société qui sont des espèces de bulles. Quand on accompagne des personnes en soins palliatifs, ils disent là je sais que je ne retournerai plus jamais chez moi. C'est-à-dire je sais que je sors du monde, je viens là pour mourir et on pourra venir me voir, mais je sais, il y a le moment où on part de chez soi pour aller aux soins palliatifs et où on est dans le taxi, on dit voilà, c'est fini, je referme le monde, je ne reverrai plus jamais le monde et finalement je rentre dans un temps qui est déjà un temps de mort. C'est-à-dire qu'on voit bien que ces soins palliatifs sont vraiment avec toutes les qualités, bien sûr, qu'on leur reconnaît,
ben, c'est un moment où le sujet se sent quelque part en deuil du monde, en deuil de son histoire, en deuil de son habitat. C'est pour ça, alors je lance juste une petite piste, mais c'est vrai que les unités de soins palliatifs qui se rendent au domicile des personnes, c'est quand même quelque chose qui devrait être multiplié parce qu'il y a un moment qui est très très violent, qui est le moment où les gens partent de chez eux et où ils se disent, bon, je vais au champagne, comme on va à l'abattoir, même s'ils savent qu'ils vont être très bien traités, c'est vraiment un moment de deuil excessivement violent. Alors, j'avais encore 2-3 autres idées, mais elles ne sont pas... On croit toujours que ce qu'on écrit est très important, mais c'est pas très important. Oui, oui, non, mais c'est... Bon, ma première pas, après, je ne veux pas le louper, vous comprenez. Hein, vous voyez, je me projette dans l'avenir, comme tout être humain. Je terminerai avec... quand un prof dit « je terminerai », il faut savoir que c'est jamais totalement fini. Mais il y a 2 citations que j'aime bien. La première, c'est celle de Cicéron dans son stoïcisme, qui est « par cela qu'il est un homme ne doit pas être étranger pour un autre homme ». Cette notion que réellement l'autre, il n'est pas moi-même. L'autre, ce n'est pas un alter ego parce que ça voudrait dire que je suis capable de comprendre ce que vous vivez, ce que vous ressentez. J'en suis tout à fait incapable. Au contraire, je dois reconnaître que vous êtes différent de moi et donc m'étonner et m'enquérir de la façon dont vous vivez votre propre vie. Mais en tout cas, vous ne m'êtes pas étranger et l'homme ne m'est pas étranger quel qu'il soit, d'où qu'il vienne et quel que soit son état physique et son état psychique. Et puis aussi, il y a un vers du poète Terence que j'aime beaucoup. Alors, je ne suis pas assez snob pour vous le dire en latin, ou j'ai peut-être peur de ma prononciation, mais c'est « Je suis un homme et rien d'humain ne m'est étranger ». Alors ça, ceux qui s'opposent aux droits de l'homme en disant que c'est une ingérence culturelle, etc., les droits de l'homiste, ils n'aiment pas ça, mais c'est l'idée de « je suis un homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger », ça veut dire aussi que ça me regarde, absolument. Et que je n'ai pas à dire, ça se passe ailleurs. Alors l'ailleurs, ça peut être l'EHPAD, ça peut être l'hôpital, ça peut être le soin palliatif, ça peut être mes voisins, ou ça peut être à l'autre bout du monde, ou ça peut être sur un radeau en Méditerranée. Et donc, on arrivait au dernier point, qui est le dégoût de soi, le choix de mort. Or, ce choix de mort qui est effectivement exprimé par un certain nombre de personnes qui souffrent de situations excessivement difficiles, de souffrances psychiques, de souffrances physiques, ou qui sont dans des maladies incurables, je voudrais l'interroger et reprendre une dernière fois l'idée que la vieillesse est un naufrage et que les vieux sont des épaves. Je repense à Titanic. Ah, Leonardo, on t'aime. Un naufragé, il peut avoir différentes attitudes. Alors, il peut se laisser couler. Il peut se dire, plus vite je me noierai, plus vite ça sera fait. Et puis voilà. Ou alors, j'espère que ça sera mon attitude, essayer de nager. Le peu que j'ai appris dans ma vie, je vais essayer de nager, je vais essayer de trouver un appui, et éventuellement, je vais essayer de gagner un radeau un petit peu sûr. Seulement, voilà, ça ne dépend pas que de moi. Il faut interroger les autres naufragés et les autres marins. D'abord, est-ce que je me retrouve à la mer parce qu'on m'a jeté par-dessus bord et qu'on veut se débarrasser de moi ? Ça, c'est possible. Bon, il n'y a pas assez à manger pour tout le monde. Allez, hop, c'est le petit mousse. Hop, à la mer. Ou est-ce que je peux, au contraire, espérer aide et soutien ? Auquel cas, non seulement je vais nager, mais je vais faire signe à ceux qui sont sur le radeau pour qu'ils viennent me chercher. Et mes efforts pour survivre vont en grande partie dépendre des autres. Et la souffrance et la désespérance aussi. La souffrance physique, j'ai appelé à l'aide et au secours pour que ma souffrance physique elle soit prise en charge, mais la souffrance physique, ça va aussi beaucoup dépendre de l'attitude des autres, pas de leur pitié, parce que la pitié, c'est certainement un des pires sentiments qu'on peut avoir à l'autre, parce que la pitié, c'est quand même dire je te vois au fond du trou, et moi, je suis bien contente d'être tout en haut, et moi, d'être en pleine forme. Mais simplement,
de cette notion de prendre soin, de sollicitude, c'est-à-dire ce qui t'arrive ne m'est pas indifférent, ça me touche aussi. Et si on me recueille et qu'on me dit « tu as ta place sur le navire, essaye de t'accrocher, essaye de boire un peu d'eau », eh ben, je pense que peut-être mon choix de mort et le dégoût de ma condition, je dis « je pense » parce que je n'en sais strictement rien. Chaque fin de vie est individuelle, mais peut-être que je vais avoir une approche différente de cette espèce de naufrage. Alors, bien entendu, encore une fois, dans notre société, j'ai de la valeur parce que j'ai une fonction sociale, j'ai une utilité, j'ai aussi des soutiens amicaux et familiaux, et ça on sait notamment pour les personnes âgées, eh bien quelquefois les soutiens amicaux ils ont disparu tout simplement parce qu'ils sont morts. Les soutiens familiaux ils peuvent disparaître parce que le conjoint est décédé, parce que les enfants éventuellement sont loin ou parce que je n'en ai pas, et c'est vrai qu'un des vrais problèmes c'est l'isolement de la personne âgée dans cette idée qu'après tout, elle n'est plus bonne à rien. C'est-à-dire qu'elle devient un vaut-rien, qu'elle est dévaluée. Mais je fais aussi ce jeu de mots du mépris. Le mépris, ça veut dire que tu n'as plus aucun prix. Et on est dans une société où on a tous un certain prix. Toute cette querelle aussi autour de la retraite, c'est ça. C'est combien il faut payer pour avoir ensuite le droit à rester vieux. Ah bah oui, mais enfin, toi, tu as vu ton espérance de vie, bah, je veux dire, ça va quand même nous coûter une blinde. Oui, bah là, il faut quand même que tu y mettes, du tien. Et je pense souvent, en attendant Godot, pour moi, c'est une pièce optimiste. Bon, vous me direz, quelqu'un qui trouve Beckett optimiste, un psychiatre s'inquiéterait beaucoup. Mais Vladimir et Estragon, ils sont deux. Qu'il y en a un qui dit « non, on va arrêter d'attendre, on va crever, il ne viendra jamais », il y a l'autre qui dit « mais si, j'entendais pas ». Et hop, c'est reparti. Donc s'ils arrivent à tenir, parce que leur vie, elle n'est pas mauvaise. Finalement, quand on les regarde tous les deux, on se dit bah, « c'est quand même une vie pourrie ». Pas du tout. Parce que d'abord, ils ont de l'espoir, ils ont une attente. Et puis, ils sont tous les deux, ils discutent, et ils sont là, ils se remontent. À chaque fois, ils sont peut-être naufragés, mais ils tiennent bon, et leur vie a un sens, et un sens par l'autre. Et le problème, c'est quand on est tout seul, Vladimir sans Estragon, ils vivent dans la terreur que l'autre s'en aille. C'est-à-dire qu'il y a un chantage affectif, comme dans un vieux couple, puisque c'est un couple, c'est oui, bah t'attends tout seul, moi j'ai une barrière. Non, reste, parce que je viens d'entendre des pas. Mais il y a cette idée qu'effectivement, qu'est-ce qui se passe si Vladimir ou Estragon se retrouvaient tout seuls? Ben là, il n'entendrait plus rien, il n'espérerait plus rien. Et là, effectivement, ce ne serait pas une vie suffisamment bonne. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'il faudrait... Alors là, on est dans l'utopie. Ces philosophes, ils rêvent toujours un petit peu, mais encore une fois, quelquefois, si on n'a pas d'utopie, on ne fait pas que le réel se transforme. Le propre de l'être humain, c'est de faire que le réel peut se transformer. C'est de faire que toute personne, quel que soit son âge, sa condition, puisse mener une vie qui puisse être suffisamment bonne. Et ça va passer par un lieu habitable, un lieu où il y a un minimum de convivialité, un lieu amical et un lieu familier. Or, quand on regarde les EHPAD, ce n'est pas ce qui se passe actuellement. Alors, il y a quelques projets, il y a les maisons des Baba Yaga, il y a des petites communautés. Ça, c'est formidable. C'est vrai qu'on essaye maintenant de créer des petites unités, même Orpea, qui a changé. Ils ont essayé de recruter des gens qui sont des gens bien. Maintenant, bon, est-ce que ces gens bien vont suffire à faire que les actionnaires se calment? Je n'en sais rien. Bon, espérons-le, soyons positifs, espérons-le. Mais même Orpea essaye de créer des unités, des maisons où il y ait seulement quelques personnes avec des soignants. Tout ça, c'est juste une volonté économique et une volonté politique. Mais essayons de faire que pour chaque Vladimir, il y ait au moins un Estragon. D'autre part, et là je suis vraiment à la fin, je vous rassure, sinon vous allez ouvrir le toit pour me chasser, surtout qu'on m'a dit qu'il y avait des fuites.
Donc, cette vie bonne, je repense encore une fois à Judith Butler qui dit « Le drame, c'est qu'on accepte dans nos sociétés des vies qui ne sont pas dignes d'être pleurées. » Et je trouve ça très beau, cette idée qu'il y a des vies qui ne sont pas dignes d'être pleurées. Et que l'idéal, ce serait que finalement, toutes les vies deviennent dignes d'être pleurées. C'est aussi le combat de Judith Butler et celui de Frederick Worms en France, c'est-à-dire que le lien social, ce qui fait qu'on est aussi des êtres humains, ne soit pas totalement brisé. Et il faudrait aussi qu'on arrête d'avoir des projections, d'avoir des fantasmes, je fais attention en employant le mot fantasme quand je sais qu'il y a des psychiatres dans la salle, mais qu'il y ait de la misère de la fin de vie. Hein? La fin de vie, elle est misérable. Le grand âge est misérable. Bon. Or, précisément, une société, elle est créée pour lutter contre la misère et toutes les formes de misère. Et je trouve ça excessivement violent qu'il y ait cette publicité, qu'on rende publique cette image du grand âge comme une situation misérable. Mais mort à la misère, disait Victor Hugo, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend pour se retrousser les manches? C'est pas une fatalité. On a rendu ce temps misérable et on en est absolument responsable. Si ATD Carmonde veut lutter contre la misère, eh bien, il faut aussi que l'État choisisse de lutter contre la misère psychologique, contre la misère sociale des personnes qui sont isolées du fait qu'elles sont effectivement à un âge où la plupart de leurs proches sont décédés. Et on peut vraiment interroger, puisqu'on parle de l'euthanasie, sur le choix de mort. Après tout, le choix de mort, si c'est le mien, très bien. Mais la question qu'on doit poser, c'est est-ce que le souhait de mort est le mien ou est-ce que c'est un souhait social? Est-ce que c'est finalement nous, bien portants, qui nous disons mais on ne peut que souhaiter la mort, qui voudrait vivre cette vie-là qui est, de fait, invivable? Et ça, il me semble que c'est la question centrale de l'euthanasie. Alors, je vais préparer une petite chose sur qu'est-ce que c'est qu'être dépendant. Bon, c'est pas très... mais si, quand même. Bon. Il y a quelque chose qui me choque, c'est que la terreur, c'est la dépendance. C'est qu'on entend des gens... ah, mais moi, ce que je ne veux pas vivre, c'est la dépendance. Hein? Le jour où on m'annoncera que je vais être dépendant, allez, un petit voyage en Suisse, en plus il y a du chocolat, et ça sera réglé, si tant est que j'en ai les moyens financiers. Mais finalement, nous sommes tous dépendants. Or, il y a des dépendances qu'on va accepter, qu'on va même trouver attendrissantes, la dépendance de l'enfant vis-à-vis de ses parents. Hein? Ah, il se met à pleurer, il voit ses parents, il sourit, il se jette dans les bras. On va trouver ça tellement mignon. Alors là, on ne va pas dire « Ah ben non, la dépendance, c'est horrible ». De la même façon, en amour, on est dépendant. Et c'est même plutôt agréable. Là encore, je vous le rejette sur la plage. Ah, je suis perdue, je vois l'être aimé, je cours. Hein? Et puis là, tout le monde a la petite larme à l'œil, surtout si c'est tourné à Dubaï. Et puis, on trouve que cette dépendance-là, c'est plutôt agréable. Alors, pourquoi la dépendance de la fin de vie? Bon, j'aurais peut-être besoin de quelqu'un pour m'aider à me lever, à me laver, à me déplacer, à manger. Et alors? On a commencé comme ça. Mais on a commencé comme ça, puis on l'a fait toute sa vie. C'est-à-dire que toute sa vie, on a eu besoin des autres, et les autres ont eu besoin de nous. Alors il y aura un moment, oh oui, non mais là, plus personne n'a besoin de toi. Alors, t'es un poids, oui, il faut te lever, bon, ça coûte des sous. Donc, finalement, t'es quoi? T'es un être, t'es une espèce d'objet qu'on doit manipuler avec des gestes techniques. Et cette dépendance-là, ça serait la pire. Donc, il y aurait toute une réflexion sur le fait que pourquoi certaines dépendances seraient tellement mignonnes et attendrissantes et survalorisées dans notre société. Et puis, il y aurait une dépendance, alors vraiment, qu'il faudrait éviter à tout prix. Si quelqu'un peut vous aider,
Si vous avez une entorse et qu'un ami vous propose son bras, c'est plutôt sympa. C'est plutôt agréable. C'est vrai qu'il y a un côté agréable de pouvoir aider. On est toujours content d'aider les autres. Alors pourquoi ces vieux-là, alors là franchement, non, ça ne fait pas envie. Et moi, je ne veux surtout pas cette dépendance-là. Mais à ce moment-là, c'est que je ne veux pas être humain. Si je ne veux pas être dépendant, c'est que je renonce à ce qui fait mon humanité. Puis quand même, je vais vous rappeler que je suis prof, on va terminer avec Kant. On ne peut pas terminer. Alors ça, Kant, vous l'avez à toutes les sauces, vous le trouverez dans toutes les feuilles sur la dignité, mais je vais quand même vous le servir, c'est comme le dessert, on ne s'en prive pas. Donc c'est le fondement de métaphysique des mœurs. C'est dans le règne des fins, tout a un prix ou une dignité. Il faut choisir. Les hommes ont un prix, choisissons une dignité. Ce qui a un prix peut être aussi bien remplacé par quelque chose d'autre. Effectivement, si ma montre Rolex se casse, ici, c'en est une, c'est un nouveau modèle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chez le marchand. Je vais dire, vous m'en donnez une à peu près qui a le même prix et la même fonction. Et puis honnêtement, je ne vais pas la pleurer. Vous avez remarqué, généralement, quand on casse une montre, on ne se met pas à pleurer. Si on estime que les êtres humains ont un prix, à ce moment-là, effectivement, la question de la dignité, elle est réglée. Et le vaut rien, le mépris, ok, on est d'accord, puis on va se débarrasser de toutes les personnes qui sont des poids et qui n'apportent plus rien dans une société utilitariste. Alors, soit j'ai un prix, soit j'ai une dignité. Vous me direz à la fin ce que vous en pensez. Donc, si un prix peut être remplacé par quelque chose d'autre et d'équivalent, est-ce que les êtres humains peuvent être remplacés par des êtres équivalents? Au contraire, ce qui est supérieur à tout prix, et ce qui par suite n'admet pas d'équivalent, c'est ce qui a une dignité. Et précisément, moi je pense que nul n'est remplaçable. Et c'est pour ça qu'on pleure, c'est que quand on perd un être, il n'est pas remplaçable. Puis alors je vous ai quand même trouvé une petite phrase de sortie un petit peu chic, vous allez voir. C'est « La dignité est une valeur de résistance éthique ». Bon là, je crois que j'ai mérité mon petit café.